Réunion donc, qui sera plus importante, qui aura lieu à Paris et dont la date n'a pas encore été fixée. Alors je vous propose d'écouter Alain Juppé qui a parlé également lors de cette réunion ce soir de ce Conseil national syrien, le CNS, et il a appelé l'opposition syrienne à être plus unie. On écoute tout de suite le chef de la diplomatie française. Nous réitérons notre soutien à l'opposition, celle qui veut une Syrie libre et démocratique, respectueuse de toutes les minorités. La France soutient les efforts du Conseil national syrien qui s'efforce de se réformer et de créer les fondements d'une unification de toutes les sensibilités de l'opposition. Chadi Joanned, est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite déception? Parce que pour l'instant, les amis du peuple syrien ne vous ont pas reconnu. Ils vous ont reconnu comme étant un interlocuteur légitime, mais il n'y a pas eu de reconnaissance officielle, par exemple, comme le CNT, le Conseil national de transition libyen, avait été reconnu et assez rapidement. La Syrie n'a pas connu, et comme tout le monde le sait, pendant plus de 40 ans, on n'avait pas une opposition, on n'avait que des opposants. Et chacun de ces opposants il a toute une histoire, tout un vécu. Et du jour au lendemain, les politiciens syriens étaient surpris par une révolution qui sort de la rue, par des jeunes qui, dans la majorité, ne connaissent même pas les figures de l'opposition syrienne. Et ce n'est que durant la révolution syrienne qu'on a eu l'occasion de se connaître. Vous avez parlé tout à l'heure de grandes figures de l'opposition syrienne comme M. Michel Kilo ou M. Arf Dalila, que personnellement je suivais tout ce qu'ils écrivaient avant et que j'admirais. Mais pour moi, pour les politiciens, la révolution et les demandes de la rue étaient loin de ce que croyaient les hommes de la politique. Oui, mais comment vous expliquez que les amis, je vous repose la question, les amis du peuple syrien ne vous reconnaissent pas aujourd'hui Ce que demandent les amis du peuple syrien, c'est qu'il y a une opposition qui unit tous les opposants, ce qui est impossible, même dans un... Pour quelle raison? Parce que déjà, les opposants eux-mêmes ne se connaissent pas. On a plus de 40 ans où la Syrie a connu une stabilité que j'appellerais la stabilité des cimetières. Assad est arrivé au pouvoir, il a éliminé tous ses opposants. Et maintenant, on demande à des figures de l'opposition de se réunir. Or, ils appartiennent à des courants différents. Certains sont de courants laïques, d'autres de courants religieux. Il y a quand même la déclaration de Damas que tout le monde connaît. La présence trop forte, en tout cas c'est ce que certains disent, par exemple des frères musulmans. Ce qui gêne des gens comme Haïtam Mana, par exemple, qui disent les frères musulmans sont trop nombreux et vous n'êtes pas suffisamment représentatif finalement de cette société syrienne. Les frères musulmans, d'abord, ne représentent que 20% du CNS. Donc si ces gens qui sont là et qui ont une histoire par rapport à la Syrie représentent 20% seulement du CNS et on dit qu'ils sont une majorité, je me pose des questions. Et après, dire qu'il y a des courants religieux, on ne peut pas le nier. La composition de la Syrie, il y a une composition ethnique, il y a une composition religieuse. Et si on veut vraiment une vraie opposition, on doit accepter qu'il y a aussi les frères musulmans dedans, même si la révolution, ce n'est pas eux qui l'ont déclenchée. Même s'ils essayent de le dire. Voilà. Antoine Bazbous, pourquoi cette méfiance finalement? Parce qu'il y a une certaine méfiance de ses amis du peuple syrien vis-à-vis du CNS, du Conseil national syrien. Parce que le CNS n'a pas fait ses preuves. Il y a des zones d'ombre. D'abord, il y a un déficit d'efficacité et de structure. Ça fait maintenant plusieurs mois que le CNS existe. Il n'a pas réussi à donner de la cohérence, à présenter un projet, à montrer de la souplesse. Pourquoi les Kurdes n'ont pas pu rejoindre le CNS? Parce que le CNS est resté un peu avec la pensée du Baas, avec de nouvelles personnalités. C'est-à-dire, ils ne reconnaissent pas la particularité kurde de Syrie. Or, les Kurdes sont plus nombreux que les Alaouites, plus nombreux que les chrétiens. Ils représentent près de 15% de la population. En même temps, il y a quelque part une mainmise des frères musulmans sur le CNS, bien qu'il soit peu représentatif en termes de sièges. Mais les pouvoirs sont avec eux et les relais de financement leur appartiennent. C'est-à-dire, les pays du Golfe, notamment le Qatar, a mis à la disposition du CNS beaucoup d'argent et ce sont les frères musulmans du CNS qui gèrent cet argent et qui les distribuent en donnant des mots d'ordre pour les vendredis qui sont d'inspiration maintenant de plus en plus islamiste. Et les calicots, les aides sociales, tout ça. Il y a quand même, derrière le CNS, une coloration de barbus proches du Qatar et de la Turquie.
Et en même D'ailleurs, temps, on dit même, Antoine, pour la présidence, en l'occurrence du CNS, aujourd'hui c'est Bourhan Ralioun qui est à la tête du CNS, mais qu'on avait parlé à un moment de Georges Sabra, qui est une figure donc, de l'opposition syrienne très connue, qui est un chrétien, et que les frères musulmans n'en ont pas voulu, et que le Qatar aussi a poussé cette... Mais peu importe ce petit détail, ce qui est important, c'est que le CNS, quand ils ont tenu une réunion à Paris, il y a 1 mois et demi à peu près, Ralioun a annoncé un comité militaire et nommé un colonel du CNS à la tête de ce... Le colonel, il a claqué la porte, séance tenante. Et il avait dit que ce colonel doit coordonner avec Riyad el-Assad, qui est le chef de la SL, en Turquie. Riyad el-Assad a dit « Je ne suis pas au courant, personne ne m'a contacté ». Quand il y a de telles contradictions, eh bien, c'est un problème, ça pose problème et ça manque de crédibilité de la part du CNS et de ses dirigeants. Bernard Guetta, manque de crédibilité de la part du CNS? Oui, je crois que tout ce qui vient d'être dit est vrai, malheureusement vrai. Les problèmes sont là. Et qu'il y a, pour compliquer les choses, un problème de fond qui s'ajoute à tout cela. C'est que, fondamentalement, les minorités syriennes continuent à préférer. Ce n'est pas qu'elles aiment le régime Assad, ce n'est pas qu'elles aiment Bachar el-Assad, mais fondamentalement, elles continuent à préférer l'alliance des minorités à une domination de la majorité sunnite. Or, si on appelle un chat, le CNS, aujourd'hui, est fondamentalement une organisation sunnite. Il y a des personnalités chrétiennes, il y a à ma connaissance, quelques alawites, etc. En fait, fondamentalement, c'est une organisation sunnite. Ça la reste. Alors, une organisation sunnite avec la diversité du sunnisme syrien, les laïcs, les islamistes, etc. Bien sûr, toutes sortes de courants. Mais fondamentalement, et c'est ça qui bloque la reconnaissance. Ils n'ont pas réussi à rassurer les minorités, à commencer par les Kurdes. Donc il fallait qu'ils rassurent dans chaque communiqué, qu'ils disent les minorités Antoine, est-ce que ont vous leur place. pensez que c'était possible? Si, parce que les frères musulmans ont finalement compris cela et il y a 3 semaines, ils ont fait un manifeste depuis Istanbul dans lequel les femmes, les minoritaires peuvent devenir président de la République, ce que Assad, dans sa dernière constitution, empêchait des non-musulmans de devenir président de la République. Donc les frères musulmans l'ont joué très élégamment, sans forcément penser que ça allait se faire. Oui. Mais en même temps, ils ont accepté le principe. Ils ont accepté le principe et le CNS aurait pu le faire avant, aurait pu répéter cette leçon des frères musulmans. Ils ne l'ont pas fait. Ils manquent de souplesse, ils manquent d'ouverture. Vous voulez peut-être réagir à ça, Chadi Jonel? Je veux dire que ce n'est pas les frères musulmans qui dirigent la Syrie. Je suis musulman, mais je ne suis pas membre des frères musulmans. Je fais partie de ce qu'on appelle la majorité sunnite de la Syrie, oui, avec toute sa composition, comme M. Guetta vient de dire. Il y a des sunnites laïcs, il y a des sunnites libéralistes et autres. Maintenant, si on dit, est-ce que le prochain président du CNS, ça sera qui? À mon avis, ça sera Georges Sabra. Par exemple, pour une simple raison, c'est que la Syrie appartient à tous les Syriens. Tout ce que je demande, c'est que d'être dirigé par un homme juste, je demande un état de loi. J'ai pas peur d'être présidé par quelqu'un qui soit chrétien ou ou d'une minorité, s'il est élu et qu'il a un projet accepté par tout le peuple syrien. Tout ce que je demande, c'est un état de loi, un état qui respecte la dignité humaine. La diversité du CNS, dire qu'il y a une majorité sunnite, c'est normal pour une simple raison, c'est que la majorité de la population syrienne... Dans la communication du CNS, cette ouverture n'apparaît pas, cette souplesse, cette ouverture d'esprit n'apparaît pas. Et de ce fait, les gens ont peur, les minorités ont peur, bien que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bernard Guetta quand il dit que les minorités sont pour le régime. Parce qu'il y a beaucoup de minorités. Je n'ai pas dit ça, justement. Je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit qu'elle continuait à préférer l'alliance des minorités à la domination de la majorité sunnite. Et j'ai bien précisé que cela ne signifiait pas dans mon esprit qu'elle soutenait le régime et encore moins Bachar el-Assad. Les dirigeants de la minorité druze, par exemple, que ce soit Madame El-Atrash, la fille de celui qui a mené la révolution contre les Français en 1925, comme Jumblat, le chef libanais, eh bien, ça fait quand même des mois et des mois qu'il demande aux Druzes de rallier l'opposition et de dire aux soldats druzes de l'armée syrienne, ne tirez pas sur vos frères
Et ils ne le font pas. Non, si. Les Druzes ne sont plus du tout avec le régime alaouite de Bachar el-Assad. À tel point que Jumblat a peur à Beyrouth et ses amis ne montent plus dans sa voiture, ne l'accompagnent plus au restaurant, tellement ils ont peur qu'il soit éliminé. Mais vous savez, Oui. si vous me permettez, je crois qu'Antoine Bazouz a fourni la transition à l'instant sur Bernard un Guetta, autre. je vous interromps un instant parce que je voudrais qu'on voit cette image en direct. C'est la photo de famille, donc c'est au Quai d'Orsay. Nous sommes en direct du Quai d'Orsay. Je vous le disais, donc cette réunion. Je vous redonne la parole, Bernard Guetta. Mais tout de pas de suite. problème, pas de problème. Donc cette réunion qui s'est tenue donc tout à l'heure en présence donc d'une quinzaine de chefs de la diplomatie, à la fois des Occidentaux mais également des Arabes. On a pu voir la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Vous voyez la Catherine Ashton, c'est un peu loin pour moi, mais Catherine Ashton, donc, qui est la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Il y a le Turc Ahmed Davutoglu, quinzaine donc de chefs de la diplomatie des Arabes et des Occidentaux. À noter, et c'est important de le dire, eh bien, que cette réunion s'est faite en l'absence des Russes et des Chinois. Les Russes, eh bien, qui affirment que Damas est écarté de tout dialogue, du fait eh bien, qu'il n'y ait pas de représentant du régime syrien à cette réunion. Vous voyez ici donc le chef de la diplomatie française au centre, Alain Juppé, donc, qui a présidé cette réunion. La France donc, qui est très en pointe dans ce dossier syrien depuis le début de la révolte. C'était il y a 13 mois. Je vous rappelle qu'il y a eu plus de 11 000 morts. Et lors de cette réunion, eh bien, les chefs de la diplomatie ont réaffirmé leur soutien au plan Annan. Dernière solution donc pour trouver une solution à la crise syrienne qui a démarré, je vous le rappelle, il y a 13 mois. Il s'agissait là donc d'une réunion préparatoire pour préparer donc une réunion plus importante qui se tiendra à Paris, dont la date pour le moment eh bien, n'a pas été fixée. Bernard Guetta. Oui, si l'on dépasse ces problématiques syro-syriennes, qui sont fondamentales naturellement, mais que l'on regarde la région, on tombe immédiatement sur au moins deux immenses problèmes qui compliquent toute la donne syrienne. Le premier, c'est les Kurdes. Parce que si le CNS avait l'intelligence du point de vue de la situation de politique intérieure, de dire à la minorité kurde, qui est importante, comme l'a souligné Antoine, de dire donc aux Kurdes, oui, reconnaissance de vos droits culturels, linguistiques et autonomie dans vos régions. Mais immédiatement, la Turquie traverse le plafond. L'a déjà dit, écoutez, il fallait avoir l'oreille chuchotée, voilà, chuchotée derrière un mouchoir. Non, si ça avait été réellement dit, c'était immédiatement un clash diplomatique, politique, entre l'opposition syrienne et la Turquie, qui ne souhaite évidemment pas qu'il y ait demain un précédent d'autonomie réelle des Kurdes en Syrie, parce que ça lui poserait un problème en Turquie. Ce problème des Kurdes, récurrent depuis le traité de Lausanne, récurrent depuis maintenant quasiment un siècle, et qui ne cesse de réémerger, pèse d'un immense poids sur la crise syrienne. Et puis il y a évidemment, Antoine y a fait allusion tout à l'heure, mais ça, il faut le développer, il y a évidemment derrière la crise syrienne toute la problématique iranienne. Pourquoi est-ce que les régimes arabes, les monarchies du Golfe, se sont précipités, car elles se sont précipitées, dans le soutien à l'insurrection syrienne? Par amour de la démocratie? Permettez-moi d'en douter. Non. Permettez-moi d'en douter. Il y avait deux raisons. Un, leur peuple n'aurait pas apprécié qu'elles ne soutiennent pas. Donc, stabilité intérieure. Petite raison. Immense raison. Si vous faites tomber, ou si tout simplement le régime Assad tombe, l'Iran perd son seul allié régional, à part le Hezbollah. Si l'Iran perd son seul allié étatique dans la région, l'Iran se retrouve isolé, et c'est évidemment ce que souhaitent ardemment non seulement les monarchies pétrolières du Golfe, mais en vérité la quasi-totalité des capitales arabes, pour deux raisons. C'est qu'il y a une réelle rivalité entre les deux religions de l'islam, bien sûr, et aussi, fondamentalement, parce que l'Iran, depuis la révolution la chute du Shah, joue la déstabilisation
des régimes arabes afin de les remplacer dans le leadership régional. Et donc vous avez aujourd'hui réellement une ligne de fracture entre les deux religions de l'islam, entre le chiisme et le sunnisme, et qui recoupe, pour ne rien simplifier au problème, qui recoupe toute la problématique, la troisième, du nucléaire iranien et de l'affrontement entre les puissances occidentales et l'Iran. Vous voyez que le dossier est extraordinairement complexe. Heureusement que les jeunes sur le terrain ne voient pas les choses comme ça. Sinon, Ben, écoutez, il y a vous savez, personnellement, je crois plus. Toute crise a une dimension régionale. Bien sûr, toute crise. oui, mais je pense que, comme pour le drapeau syrien, au départ, quand on a proposé de porter le drapeau de l'indépendance de la Syrie, l'opposition s'est divisée. Plein ont dit non, d'autres ont dit oui. Finalement, c'est la rue qui a décidé quand elle a porté le drapeau et la décision était prise que c'est le drapeau de l'indépendance qui sera le futur drapeau de la Syrie. Pour moi, c'est la rue qui fera aussi, qui va jouer sur tous ces balances-là, ce que je souhaite. Et bien sûr, les jeunes restent optimistes, surtout qu'on a une jeunesse qui n'a pas tous ces débats idéologiques qu'ils étaient dans le passé. Mais Chadi, comme vous avez dit tout à l'heure, que la rue appelle à une intervention militaire. Donc, la contestation à l'intérieur en disant silmiya, c'est-à-dire pacifique, et en disant hurriya, c'est-à-dire liberté, ne suffit pas. Cette population, cette jeunesse a besoin de soutien, de support pour surmonter cette difficulté et abattre ce régime d'Assad. Donc, il y a la dimension locale, intérieure, mais il y a aussi la dimension régionale et internationale. Et c'est vrai que ceux qui payent le plus fort sont les Syriens, plus de 11 000 morts jusque-là. Actuellement, même plus. Alors, priorité au direct, on va tout de suite écouter Alain Juppé, qui devrait donc peut-être faire même certainement une nouvelle déclaration donc à l'issue de cette réunion qui s'est tenue au Quai d'Orsay, réunion des amis du peuple syrien en l'absence, on le répète, de la Russie et de la Chine. Avec cette déclaration ce soir d'Hillary Clinton qui dit que Washington veut une résolution onusienne avec sanctions et embargo sur les armes, mais pour une résolution de l'ONU, il faut l'aval évidemment de la Russie et de la Chine. Et jusqu'à présent, bien sur toutes les résolutions contraignantes, Pékin et Moscou, vous le savez, ont opposé leur veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on attend d'une minute à l'autre donc cette déclaration d'Alain Juppé, qui est à côté du Premier ministre. Vous allez me dire, Antoine, si je ne me trompe pas, Premier ministre du Qatar. Bien, mesdames et ça, messieurs, merci de votre présence. On écoute le ministre français des Affaires étrangères. Remercier tout particulièrement Monsieur le Premier ministre du Qatar, mes homologues d'Arabie Saoudite, des États-Unis, de Jordanie, de Turquie, d'Allemagne, du Canada, d'Égypte, d'Espagne, du Maroc, la haute représentante de l'Union européenne et les représentants des Émirats arabes unis, de l'Italie, du Royaume-Uni et de la Tunisie. Je voudrais excuser Madame Clinton qui a un emploi du temps extrêmement chargé et qui m'a prié de l'excuser auprès de vous. Elle a dû repartir dès ce soir pour les États-Unis. Monsieur Davutoglu est, je crois, dans la même situation, non pas pour aller aux États-Unis, mais pour revenir dans son pays. Je voudrais également remercier le président du Conseil national syrien, Monsieur Khalioun, qui est intervenu au début de notre réunion. Je voudrais, au nom de mes collègues, et en les remerciant de me faire confiance, résumer ce que nous avons dit ce soir. Les États représentés à Paris aujourd'hui partagent la même détermination à apporter une solution à la tragédie syrienne. Il s'agit pour nous tous de mettre un terme à 13 mois d'un bain de sang qui a fait plus de 11 000 morts, des dizaines de milliers de prisonniers et des centaines de milliers de réfugiés qui déstabilisent la région, comme l'ont souligné aujourd'hui tout particulièrement nos collègues jordaniens et turcs. Il s'agit de permettre à la population syrienne de construire un avenir démocratique dans le respect de la diversité de ses composantes. Notre réunion s'inscrit dans le prolongement des efforts de la Ligue arabe et du groupe des Amis du peuple syrien, et je voudrais préciser que la France organisera au cours des prochaines semaines la réunion plénière du groupe des Amis du peuple syrien, comme ceci avait été décidé à Istanbul, à Tunis d'abord et à Istanbul ensuite. Notre rencontre aujourd'hui intervient à un moment crucial de la crise syrienne. Il y a moins d'une semaine, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité la résolution 2042
Hier, le secrétaire général des Nations Unies a fait des propositions pour sa mise en œuvre et aujourd'hui même, le Conseil de sécurité a entendu la présentation de M. Guéhenno, qui est l'adjoint de M. Annan. Notre constat, qui est unanime, est à la fois simple et inquiétant. Nous soutenons pleinement la mission de Kofi Annan, mais nous constatons qu'elle traverse une phase critique du fait du refus de Damas d'appliquer ses engagements. Après quelques heures d'un mince espoir, il est rapidement apparu que le régime syrien ne remplissait pas ses obligations, à commencer par l'arrêt des violences. Ce sont à nouveau à Homs et à Idlib des bombardements et des populations qui payent un lourd tribut. Les États réunis ce soir à Paris exigent des autorités syriennes qu'elles mettent immédiatement fin à la violence armée sous toutes ses formes, comme elles s'y étaient engagées. Il appartient à tous, en particulier aux États membres du Conseil de sécurité, de faire pression pour que cessent ces violations de la résolution 2042. Nous tenons aussi à saluer l'attitude responsable de l'opposition dans la mise en œuvre du plan Annan. Nous continuons à travailler en parfaite harmonie avec les représentants de l'opposition pour qu'ils s'unissent, se structurent et incluent en leur rang toutes les sensibilités, toutes les communautés, toutes les minorités. Deuxième point, nous apportons notre plein appui aux efforts de l'envoyé spécial, Kofi Annan. Son plan est une chance pour la paix, nous ne devons pas la manquer. Il doit avoir les moyens d'accomplir sa mission et c'est pour nous un point essentiel. Le Conseil de sécurité va devoir adopter une nouvelle résolution pour mettre en place la mission d'observation. Celle-ci, dans notre esprit, doit être dotée du mandat et des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. La France, avec ses partenaires du Conseil de sécurité, proposera très rapidement un projet de résolution. Qu'entendons-nous par une mission d'observation crédible ? Le secrétaire général des Nations Unies a répondu à cette question. Pour pouvoir pleinement remplir son mandat, cette force devrait être dotée d'effectifs importants, déployés dans les meilleurs délais, couvrir l'ensemble des zones touchées par les événements. Les autorités syriennes ont une responsabilité première pour permettre de créer les conditions sur le terrain qui permettront ce déploiement conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Et nous veillerons à ce que cette force bénéficie d'une totale liberté de mouvement, sans préavis, à travers tout le pays. Sa liberté d'action devrait être garantie sans que ses interlocuteurs soient menacés de représailles. Sa sécurité devrait être garantie sans que les autorités syriennes puissent arguer de cette exigence pour entraver la liberté de mouvement de la mission. Il faudra enfin que les observateurs soient dotés de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mandat, en disposant notamment des matériels modernes destinés à assurer une surveillance efficace. Troisième point, le plan d'action défini par M. Annan vise, au-delà de l'arrêt des violences et de la répression, à faciliter la transition de la Syrie vers un système démocratique. Et nous rappelons que ce plan comporte 6 points, et non pas un seul. Le peuple syrien doit pouvoir, notamment, comme le prévoit le plan Annan, manifester en toute liberté. Aucune entrave à ce droit fondamental n'est acceptable. Dans cette transition politique, l'opposition syrienne a un rôle essentiel à jouer et c'est dans ce sens que nous soutenons, je l'ai dit, les efforts lancés par le Conseil national syrien pour rassembler toutes les sensibilités. Autre point, les États réunis ce soir à Paris expriment leur forte préoccupation face à la dégradation de la situation humanitaire en Syrie et à ses conséquences dans les pays voisins. Nous nous engageons à apporter une assistance humanitaire sous toutes ses formes à la population syrienne à travers tous les mécanismes envisageables, à commencer par ceux des Nations Unies. Enfin, nous sommes très préoccupés par le calendrier. Chaque jour qui passe se traduit par la mort de dizaines de civils syriens supplémentaires. Il ne faut plus tergiverser, il est temps d'agir. Même fragile, un dernier espoir est porté par la mission Annan. Nous nous engageons à tout faire pour qu'elle réussisse. Si ce n'était pas le cas, nous sommes décidés à faire en sorte que le Conseil de sécurité et la communauté internationale examinent d'autres options pour sortir de cette tragédie. Voilà les points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord et que j'exprime devant vous au nom de l'ensemble de mes collègues. Et nous sommes prêts maintenant, ou je suis prêt à répondre à quelques questions parce que notre calendrier est extrêmement serré. Monsieur le ministre Randa Taqieddine Al-Hayat, est-ce qu'il y aura une conférence ou une réunion de l'OTAN sur la Syrie comme Madame Clinton l'a laissé entendre? Et je voudrais, si vous me le permettez, poser ma question à
سمو الأمير سعود الفيصل ça va. Vous avez parlé de la possibilité d'armer l'opposition et le peuple syrien pour qu'ils puissent se défendre. Est-ce que vous allez réaliser cela? Vous allez mettre en application vos paroles? Et il y a quelques partis ici qui s'opposent à cela. Merci de nous répondre. D'abord, si vous me permettez, je voudrais que ce soit une question et pas 3 par journaliste, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge dans ça. Sur le premier point, il y a eu une réunion aujourd'hui, vous le savez, à l'OTAN, et cette question n'a pas été abordée. J'indiquerai simplement que si un pays membre de l'OTAN était l'objet d'attaques, bien entendu, la question pourrait se poser, mais elle n'est pas aujourd'hui mise à l'ordre du jour des travaux de l'OTAN. Je ne sais pas si mes collègues veulent répondre à la question qui leur a été posée. I think we agree. Je crois, Alain, que nous avons tous convenu que vous parleriez en notre nom. Ouais, Madame Taqeddine pourra reposer sa question le moment venu. Alors, on prend une autre question. Bonjour, messieurs et madame. Alain Barluet, Journal Le Figaro. Une dépêche nous apprend que le chef du conseil militaire de l'armée syrienne libre vient